Bonjour Frédéric Rénal, donc on est au Savoie Retro Games. Donc c'est un lieu que tu connais déjà puisque tu... C'est ma 7e année. 7e année, Ici, sur 8 années de festival. D'accord. Ouais. Alors, on sait que c'est sympa, raconte-nous plus. Ah oui, ben, c'est sympa. Je prends vraiment un grand plaisir à venir ici parce que il y a dans les salons rétro, parce que par rapport à tous les salons, une sorte d'ambiance. Les gens qui viennent ici, on le voit d'ailleurs, toutes les vieilles machines, ben, c'est là où il y a le plus de monde. Les gens qui viennent ici, souvent, sont passionnés. L'atmosphère est calme, les discussions avec les gens sont vraiment, ben, une fois de plus, le même mot, passionnés. Et je trouve ça vraiment extrêmement agréable. Et je reviens ici vraiment avec plaisir pour retrouver ça. C'est loin des boum-boum avec les stands qui font des compétitions de décibels ou des choses comme ça. Et de pouvoir vraiment avoir cette proximité. Parce que ça, c'est un truc aussi qu'il faut bien comprendre. C'est que quand j'ai commencé à faire des jeux dans les années 80, jusqu'à tard, on n'avait aucun retour du public. Tout ce qu'on savait sur notre jeu, il était jugé par des journalistes qui disaient c'est bien ou pas bien, mais en gros on avait très très peu de retours. Et de venir d'un seul coup, c'est la 7e année que je viens, mais d'avoir le retour comme ça des gens qui viennent à proximité, dire j'ai joué à tel jeu, j'ai joué à tel jeu de vous, mais c'était il y a 20 ans quoi, mais c'est juste, c'est génial. Et d'avoir maintenant donc tous ces retours de savoir, ben, voilà, des vrais passionnés. Et puis aussi de découvrir aussi qu'il y a plein de gens, parce qu'on voit des jeunes et des parents qui emmènent leurs gamins, pour quelque part leur expliquer un peu d'où viennent les jeux qu'ils voient maintenant. Et aussi certains gens aussi, et ça me plaît beaucoup aussi, qui ne trouvent pas forcément leur compte dans les blockbusters d'origine, qui sont maintenant très codifiés, très simplifiés pour y arriver, et qui recherchent justement des gameplays différents, ou tout simplement voilà, de comprendre, puisqu'on en est arrivé à ça, comment on jouait à ça avant. Et voilà, et donc tout ça, je trouve ça vraiment intéressant, on a l'impression vraiment d'une culture, avec des gens qui viennent et qui aiment l'histoire de ce qui s'est passé, parce que maintenant on a une histoire, on aurait dit ça il y a 20 ans, on n'y pensait pas, on ne se posait même pas la question, on faisait ça tellement instinctivement que donc je prends vraiment mon pied à venir ici. En plus les organisateurs, tout sont vraiment adorables aussi, c'est des vrais passionnés. Moi je crois que c'est ce qui me plaît de venir ici, c'est un seul mot, on va le résumer, après 4 heures de phrase, c'est la passion. Alors c'est vrai, je n'ai pas parlé beaucoup avec les autres invités pour l'instant, mais on te connaît pour le fameux Alone in the Dark. On ne va pas revenir dessus parce qu'on en a parlé, on retrouve des millions de choses sur Internet sur le sujet d'Alone in the Dark. Mais ma question c'était, on en a discuté hier, en fait tu n'es pas gamer toi. Non, mais en fait je ne suis pas gamer. Alors j'adore jouer et en fait j'ai l'impression de jouer tout le temps. Mais je n'ai jamais vraiment beaucoup joué. Il y a vraiment des jeux, alors que j'ai fini, des jeux importants pour moi. Et j'ai surtout essayé aussi beaucoup de jeux. C'est-à-dire que voilà un jeu qui sortait, j'ai essayé pour essayer de comprendre ce qu'ils avaient fait, le gameplay, un peu où ils voulaient en venir. Et puis ça me suffisait parce que quand on programme, alors déjà c'est extrêmement chronophage, quand on veut programmer des jeux, il faut savoir qu'on va y passer des heures et des heures incalculables dessus. Mais il y a aussi un autre truc aussi, c'est que mon meilleur jeu c'est programmer, c'est créer un jeu. Parce qu'on s'aperçoit que dans la programmation, eh bien, il y a tous les composants qu'il y a dans un jeu. C'est-à-dire que, bon, à part que c'est nous-mêmes qui nous fixons nos objectifs, mais des objectifs à court terme, à moyen terme, à long terme. Et on a des difficultés, on a du plaisir quand ça y est, ça marche, parce que j'ai eu des difficultés à le faire, là c'est bon, prochaine étape c'est ça, etc. Et en gros on retrouve, on a l'impression de jouer à un jeu d'aventure, à part qu'on s'est fixé nos propres règles, mais et voilà, et donc en fait je m'amuse le plus, c'est à créer et à programmer, donc même plus loin que la programmation avec les jeux, construire, fabriquer quelque chose, c'est vraiment pour moi une activité extrêmement ludique. Voilà. Alors toi tu viens d'une époque, donc le début des jeux vidéo. Donc on commençait à développer des jeux sur console, sur micro-ordinateur, etc. Aujourd'hui, on sait ce que c'est devenu le jeu, c'est devenu quelque chose de colossal. On est dans des budgets cinéma, on travaille même comme des productions cinéma. Moi, ce que j'aimerais, c'est que tu nous parles un peu de cette époque où on programmait des jeux. Effectivement, il y avait aussi ces différences, on n'avait pas de retour sur ce qu'on faisait, on développait des jeux. Alors après, tu veux me raconter plus précisément comment ça se passait. Mais voilà, j'aimerais que tu racontes cette époque un peu. Il y a plusieurs choses. Après, il y a un parcours personnel. Parce que pour avoir un micro-ordinateur dans les années 80, il fallait quelque part déjà être intéressé par ça. Donc en gros, tous mes collègues de l'époque, l'école Plissé, Eric Chahi et tout ça, etc., on a effectivement un peu le même parcours, on a eu les mêmes envies. C'est un peu technophile. Parce qu'on n'imaginait pas 2 secondes que ça allait faire ça. Mais moi, surtout,
Quand j'étais gamin, plus petit, où je ne savais pas trop quoi dire avec mes copains, et etc. et tout ça, j'étais un peu spécial peut-être. Mais du coup, j'avais remarqué qu'en faisant des jeux, mais j'avais 10 ans, 12 ans quand je dis ça, le mercredi après-midi, c'était le jeudi même, je crois à l'époque, c'était peut-être encore avant, enfin bref. Et je faisais des bouts de jeux de tout plateau avec des dés, des cartons, des je sais pas quoi, enfin, c'était des trucs très très simples. Mais du coup, j'avais une sorte d'interaction ça, avec mes copains et je leur faisais plaisir. Et ça, pour moi, c'était vraiment quelque chose d'important. Et quand je suis arrivé à avoir mon premier ordinateur, en 81, je suis passé par l'électronique, j'ai pris des cours par correspondance d'électronique et je voulais construire mon ordinateur. Je ne savais pas pourquoi, parce qu'on l'envoyait à la télé et que je voulais construire mon ordinateur. Et quand j'ai eu monté mon ZX81 en kit, je me suis dit, mais que j'ai commencé à regarder, c'était la première fois, je me suis dit, mais c'est une machine pour faire des jeux. Et ça va gérer les règles tout seul, ça va faire comme je faisais avec mes copains, mais la machine va le gérer. Et à partir de là, je me suis mis à programmer, mais avec toujours la même idée, c'est-à-dire je vais faire des jeux pour mes copains. Imaginez qu'on allait vendre des jeux dans le monde entier et tout, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que c'était vraiment trop balbutiant cette industrie. C'est une industrie maintenant. Et donc déjà, on ne s'en rendait pas compte. Et puis surtout, ce que j'aimais, moi, j'avais l'impression de fabriquer un objet, c'est-à-dire comme un peintre qui a découvert un pinceau, une toile, et fait « Oh, c'est super, on va mettre des couleurs », ou un sculpteur qui découvre un burin. J'ai découvert l'informatique comme un outil de « Ah ben voilà, je vais faire des jeux pour mes copains avec ça ». Donc il y avait un côté extrêmement artisanal et l'impression vraiment de fabriquer un objet, de fabriquer quelque chose que je pouvais offrir aux autres pour leur faire plaisir. Alors c'est marrant que tu parles du Z80 parce que le Z80 c'était quand même une machine qui était abordable parce que la micro-informatique à l'époque était quand même très chère. 985 francs. Voilà. Moi je sais que je l'ai eu très tard, alors moi j'ai eu un Commodore 64, mais surtout ce qui est rigolo c'est que moi à l'époque pareil, les mêmes inspirations, et je sais qu'on allait souvent programmer dans les magasins. Parce que c'était, voilà... Vous pouvez taper des lignes de basique et faire un petit bout de scroll où on faisait un petit skieur qui descendait, des choses donc comme ça. Donc quand on avait un micro-ordinateur à l'époque, c'était chouette. Hein. Oui. Enfin, voilà, c'était une petite parenthèse. Et nos copains nous prenaient pour des tarés un peu, disant qu'est-ce que vous faites, vous passez votre temps avec cette chose-là. Donc tu commences à développer sur Z80, enfant donc. Bon, alors j'avais 15 ans là. 15 ans, ouais. Enfin, oui, bon, d'accord. quand même. Ouais. Et puis ça te prend, tu veux faire ça. Moi, je suis complètement tombé. Mais non, même pas. Non, même pas. Parce que c'était un amusement. Oui. Je fais des jeux pour mes copains, comme je faisais mes jeux en carton. Et puis c'était pas ça du tout. Je savais pas trop en fait ce que je voulais faire, etc. Les choses ont avancé et en fait ça a été plein de concours de circonstances. Et comment je suis arrivé vraiment dans la profession, c'est qu'en gros, quand j'ai eu mon ZX81, après mon Spectrum à la maison, et mon père, qui est un commerçant de plein de magasins de trucs différents et tout, il s'est dit hop, la micro-informatique, il y a peut-être quelque chose à faire. Et c'est très très important pour le reste de ma carrière. Il a ouvert en 83, un truc comme ça, un magasin à Brive-la-Gaillarde, d'où je viens, qui faisait vidéoclub et micro-informatique. Parce qu'au cas où micro-informatique c'était peut-être pas terrible, voilà, vous louez des cassettes VHS et faire de la micro. Et là, je me suis installé au magasin, dans un bureau dans le grenier, où je réparais les ordinateurs des clients, les manettes, les trucs, les choses comme ça. Mais voilà, mais un peu dilettante, hein. J'étais encore étudiant. Et ce qui se passe, c'est que quand la nuit, je m'embêtais, j'en avais marre de programmer, j'allais aussi regarder les cassettes dans le magasin. Donc quand tu as 18-20 ans, alors le rayon horreur est fantastique, j'ai vu toutes les cassettes et tout ça. Et d'où est venue l'envie, avant même de savoir que j'allais faire des jeux professionnellement et tout ça, je rêvais de faire un jeu avec des zombies. Et parce que le jeu de Romero, je me suis dit, les zombies, c'est ultra ludique, ils sont lents à se déplacer, ça fait des cibles faciles, et en plus ils sont déjà morts, donc il n'y a pas de scrupule à les tuer. Je déteste les jeux où on nous demande de tuer quelqu'un. Et ça me bizarre. Et donc voilà, et c'était grand dans ma tête. Et puis il y avait un autre film qui m'avait marqué, c'était Amityville, où il fallait, puis de toute façon, tous les schémas des films italiens des années 70-80, ils étaient un peu dans le même moule. C'est une bande de jeunes, ils rentrent dans une maison, et puis ils ont peur, et puis bien sûr ils se séparent, et puis ils meurent un par un, et puis il y en a un qui sort à la fin. Et cette structure qu'on retrouvait un peu partout, m'avait vraiment aussi beaucoup marqué. Et en fait, c'est un peu la fusion de tout ça, parce que donc, depuis le magasin de mon père, j'avais un copain à qui j'ai appris à programmer à l'époque, Christophe Lacaze, et qui venait après les cours au magasin de mon père en grenier avec moi, là, pour que on apprenne à programmer. Et là, du coup, il dit, bon, attends, je vais faire un jeu, mais je fais quoi? Et l'idée est piquée d'Arcanoïde, c'était Popcorn, un casse-brique en CGA à l'époque, donc c'est Kazoo qui le programmait. Moi, alors j'ai mis graphisme Frédéric Rénal, parce que j'ai fait effectivement aussi les dessins, mais en fait, même si le gameplay, on l'a pas inventé, puisque c'était Arcanoïde, il y a quand même plein de petites différences dedans.
Et en fait, j'avais fait un boulot de game designer, je ne le savais même pas. C'est de dire, mais tu vas faire comme ci, tu vas faire comme ça et tout, et le programmer. Donc c'était en 1988. Et puis les jeux, ça ne se vendait pas. Pour moi, les jeux, c'était pour faire jouer les copains. Donc on l'a mis en freeware. Et on a dit, allez, donnez-vous la Alors disquette. comment tu mettais en freeware à cette époque? Eh bien justement, il n'y avait pas Internet. C'est ça qu'il faut voir. C'est vraiment jusqu'à 2000. En gros, il n'y avait pas Internet dans les trucs. Et en fait, il y avait un club informatique et tout à Brive. On a commencé à leur donner une disquette, puis ils l'ont donné à un copain, et puis dans notre club, et dans notre club. Et on s'est mis à recevoir des dizaines de milliers de lettres du monde entier. Mais je ne sais plus qui racontait cette histoire. Et ça, c'était une vraiment coupure qui délirant. parlait de... où ils échangeaient les jeux et ils allaient même jusqu'à scotcher des disquettes sous les trains, par exemple avec des correspondants allemands. Je ne sais plus qui m'a parlé de ça, mais bon, c'est marrant. Ça. Ah, Jean-Marc, ouais. Ouais, D'accord. le Stray qui disait ça, que bon, quand il a construit son réseau, il n'y avait pas Internet, effectivement, mais ils avaient des techniques comme ça. Alors c'était un peu espion. Hop, j'ai réussi à avoir un jeu par un tel ou tel contact qui n'est pas encore sorti en commerce. Plac, je le scotche sous le siège d'un train, ça arrive en Allemagne, le mec va le chercher. Ah, génial, ah, tiens, j'en parle avec lui. Et ainsi de suite. D'accord, ah, c'est Donc marrant. il n'y avait pas Internet, mais il y avait plein de techniques en fait, pour communiquer sur les longues distances. Pour pirater les jeux, j'ai bien compris. Bah, en fait, ce qui était pour le cas de ce journaliste, c'est que l'idée c'était aussi d'avoir des news que personne n'avait dans le magazine. Et c'était la seule façon d'avoir. Ah, c'est sympa, je ne connaissais pas, c'est chouette. Donc Bon, on mais du échangeait coup, des voilà, disquettes. donc 88, les disquettes se baladent et il y en a un qui arrive à Infogrames. Et à Infogrames, quelqu'un qui voit ça, et comme il n'y avait pas beaucoup de programmeurs de jeux, on parle de 88 là, et ils ont fait, oh tiens, un programmeur de jeu et un graphiste. Alors, je ne savais pas qu'en fait j'étais programmeur et du coup ils nous font venir, Christophe et moi, à Infogrames, et moi c'était pour être embauché en graphiste. Donc Kadou il est embauché tout de suite en programmeur et là ils font oula, mais attends, le graphiste il prétend qu'il est programmeur, on va lui faire un petit test. Donc j'étais à l'armée encore à cette époque-là. Et je devais demander de faire une routine en assembleur pour dessiner juste des lignes sur l'écran. Je crois qu'elle allait 800 fois plus vite que la leur, ma routine et tout ça. Elle dit bon d'accord, t'es programmeur. Ouais, ça y est, je suis programmeur à Infogrames. Et voilà comment j'ai commencé en arrivant là. Mais jamais j'avais prévu 2 secondes que ça puisse être, mais c'est même pas mon métier, un métier tout court, quoi. Même si je voyais bien des jeux sortir, des choses comme ça. Je sais pas, j'avais vraiment pas... j'ai toujours pas d'ailleurs, mais percuté sur le fait que on peut faire des jeux pour les vendre. Moi, c'était pas ça, quoi. De faire des jeux, c'est des jeux pour faire jouer ses copains. Donc Infogrames te prend. Je suis bête en fait. Tu deviens quoi alors? Tu deviens employé? Tu deviens comme un indépendant? Ouais, t'es employé, d'accord. J'étais embauché à Infogrames et d'accord. Donc là, on te dit maintenant, il faut faire des jeux. Justement graphique, en assembleur, les routines de sprite, de polygones, de rectangles, de plein de choses. Donc en fait, il y a du code. Par exemple, j'étais programmeur, quoi, pas créateur ni rien du tout. Voilà, et après, c'est l'histoire de LON et tout qui démarre. Enfin non, il y a eu pas mal d'autres jeux qui ont été faits avant, qui ont été importants, sur lesquels j'ai travaillé à Infogrames sans être le créateur, mais j'ai un peu aussi, après mon métier, de faire ça de manière un peu moins artisanale. Mais enfin bon, c'est quand même pareil, hein, même dans les sociétés comme ça, des grosses, entre guillemets, sociétés de jeux vidéo de l'époque, mais c'était ultra artisanal. On avait tout à découvrir. Les choses n'étaient pas codifiées, même les gameplays, tout le monde essayait, il n'y avait pas de règles, il n'y avait pas... Et un jeu devait être en plus proposé un vrai challenge, c'est-à-dire pour avoir vraiment un plaisir proportionnel à la difficulté de l'obtenir, enfin d'obtenir tel ou tel résultat. C'était vraiment... Voilà, il n'y avait pas c'était pas construit. Ça s'est fait plutôt après 2000, 2001, après l'explosion, on a vu l'Internet et tout ça, où petit à petit les gens commencent à se rendre compte que oula, mais il y a de l'argent à faire avec les jeux vidéo, et puis c'est devenu le monde qu'il y a là. Mais jusqu'à voilà, la fin des années 90, tout le monde faisait ça de manière, c'était du scotch, quoi. On se débrouille, il n'y avait pas Internet aussi, donc on ne partageait pas le code et tout, à part entre les gens avec qui on bossait. Voilà, c'était j'ai envie de faire ça, il faut que je trouve comment je vais le faire. Et on essayait, ou on échangeait entre les programmeurs d'Infogrames, mais ça s'arrêtait là, il n'y avait pas de livres. On peut trouver des livres, mais enfin des trucs ultra institutionnels. Quand j'ai appris, je reviens en 81, pour arriver sur mon ZX, alors il y avait un petit bout de basique dessus, mais j'avais bien compris, parce que comme je venais de l'électronique, que c'était un programme déjà qui tournait, donc je voulais savoir comment la machine marchait. Ça m'a perturbé. Ah, pardon. C'est ce que je disais. On a des petits signes de la régie. Oui, donc là, j'avais bien compris que le ZX80 c'était une petite machine. Oui, voilà, donc le bouquin, il n'y avait pas de bouquin et j'avais trouvé la Bible du Z80 de Ron Lesax qui était le bouquin du processeur. Donc là, je me suis dit, ok, ben voilà, ça c'est le cœur de l'ordinateur, voilà comment ça marche. Donc je vais apprendre l'assembleur. Parce qu'après, à côté, c'est déjà des programmes sur des programmes et moi je voulais programmer la machine. Donc l'assembleur, pour ceux qui savent, c'est pour la programmation directe avec le processeur. Voilà, c'est la programmation directe, c'est le premier niveau de programmation. C'est pas du basique, du C, du C++,
enfin des langages de plus en plus évolués qui simplifient ce travail, parce que c'est un travail de bagnard, faire de l'assembleur. Et d'ailleurs, au passage, encore pour l'anecdote, pour donner une idée des grosses différences, quand j'étais en 81, donc chez moi, à faire des petits jeux pour mes copains, j'avais même pas d'un programme qui s'appelle un assembleur, où on peut taper avec un éditeur de texte et ça va générer le programme. Oui. Ce qui fait que chez moi, j'ai des cahiers pleins de toutes les mnémoniques écrites à la main, avec à directement côté le code en hexadécimal où je calculais les sons relatifs et tout. Et après, on tapait 4F, 8C. Voilà, parce que l'assembleur, en fait, à la base, l'assembleur, c'est une espèce de suite de chiffres. Alors l'assembleur, on a le langage texte, mais bon, très simplifié. Hein. Voilà. Et puis on a le langage machine qui est lui vraiment le code numérique qui permet de coder le code de l'instruction. Voilà. Donc ça tu codais directement, et limite juste après les cartes perforées quoi. Oui, en gros un peu c'était ça quoi. Parce qu'il n'y avait pas vraiment après d'outils. Mais ça a évolué très vite. Déjà rien qu'en passant après, il y a eu Spectrum et Amstrad. Sur Amstrad déjà il y avait des assembleurs avec des éditeurs de texte et des choses comme ça. C'était le futur. Et puis quand on regarde ça comme ça maintenant, on s'aperçoit que c'était vraiment un peu des trucs dans Silex, quoi. C'est bon, j'ai commencé à me faire un outil pour couper et j'ai taillé une pierre et vous avez vu, j'ai un super outil par rapport à ce qu'on peut faire maintenant. Maintenant, il y a même les choses pour les gamins sur les iPads ou ces choses-là, enfin sur les tablettes, où tu poses des modules avec une action et puis tu les séquences et puis tu fais ta programmation. Complètement. D'ailleurs, c'est quoi pour toi vraiment le changement important entre l'époque où tu programmais des jeux et ce qu'il y a aujourd'hui? Qu'est-ce qui a vraiment changé? Alors, ce qui a peut-être vraiment changé, c'est la façon même de les... Alors, au-delà de la taille des équipes. C'est-à-dire que pour avoir une idée, à l'époque, quand on faisait un jeu tout seul, alors c'est toujours possible, je vais y revenir après, mais faisait un jeu tout seul. Après, j'ai pu faire un jeu avec Kazoo, on était deux, voilà, un graphiste, un programmeur, ça arrivait souvent. Après, il y a eu le tape infogramme, mais quand il y a eu Elon, on était 7, c'était un triple A, on était 7 personnes. Après, il y a eu Little Big Adventure. Je te coupe, cette personne, donc tu as le développeur, ou tu as plusieurs développeurs, tu as des graphistes, de musique. Il y avait un programmeur, c'était moi, je faisais les outils et le code. Il y avait un stagiaire, c'est Franck, qui faisait le code scénarique, parce que déjà à l'époque, je me posais un peu des questions de comment on pouvait aider au développement d'un jeu, parce qu'il y avait un problème. Alors c'est très très technique, mais quand on bossait au tout début, on faisait des graphismes, on les mettait dans le code, donc il fallait compiler pour voir ce qu'on faisait. Et puis très vite, j'ai compris qu'il fallait séparer le travail des gens entre ce qu'on appelait les codeurs scénariques qui vont coder le gameplay du jeu, des graphismes, des musiciens, et qu'il fallait leur faire un système qui leur permette de pouvoir essayer leur son, leur graphisme ou des trucs sans qu'il y ait besoin pour pas qu'ils m'embêtent pendant que je programme. Attendre que le code soit fini. Voilà, mais surtout pour fluidifier toute cette façon de développement, et ça je l'ai vraiment reporté après de manière de plus en plus efficace sur les Little Big Adventure et tout. Enfin, donc je disais, le Little Big Adventure on était 12, LBA 2, 98, on était 18, pareil, c'est un triple A de l'époque. Donc maintenant, quand on compare aux jeux où ils sont 500 personnes pour faire un GTA, c'est déjà plus la même. Bon, il faut dire que la production est énorme. Quand on voit tous les 3D, tout ça, c'est des gens qui les dessinent. Hein, oui, c'est carrément des dessinateurs par quartier quasiment. Donc, voilà. Et puis pareil, des spécialistes des telles textures. Enfin, il y a beaucoup de spécialisation pour arriver à une excellence de maintenant où on voit. Et puis il y a une localisation qu'on n'avait pas avant. Mais surtout, par rapport à ta question, je pense que c'est surtout la façon de réfléchir. C'est-à-dire que nous, on faisait des trucs, je dis artisanal, mais très instinctivement. C'est que moi, ça me plaît. Il y avait peut-être plus de vision d'auteur, peut-être justement à l'époque que maintenant. Parce que c'est comme ça. Si c'est pas bien, c'est pas grave. C'est comme ça que moi, j'ai envie de le faire. Voilà. Alors que maintenant, non, on se pose beaucoup de questions et c'est très très bien. On réfléchit beaucoup à ce que fait le joueur, à ce qu'il perçoit, à ce qu'il voit sur l'écran. Ça, c'est une chose que j'avais compris aussi très très vite, de voir que nous, quand on travaille dans un jeu, on ne voit pas l'écran comme n'importe qui arrive et qui voit une image. Où les gens voient une image toute plate, enfin ça peut être pas tout plat, ça peut être en 3D ou n'importe quoi, mais c'est un seul plan, il se passe des choses, alors que quand tu vas mettre des fenêtres ou des choses, un programmeur il fait « oh non, ça c'est une fenêtre, ça c'est devant, ça c'est derrière », quelqu'un arrive, il fait « mais non, c'est tout plat ». Il n'y a pas la vision de ce qui se passe à l'intérieur. Mais ouais, enfin bref, donc ça c'est vraiment il y a longtemps. Mais maintenant on se pose beaucoup de questions sur la psychologie, sur qu'est-ce qu'on veut dire, comment on veut le faire, l'humain là-dedans. Et ça pour moi ça me touche beaucoup parce que je faisais mes jeux pour faire jouer mes copains à l'origine. Et en fait on s'aperçoit que voilà, maintenant on connaît plein de trucs, on sait qu'il faut faire telle chose comme ça se fait comme si, etc. Des fois c'est peut-être même un peu triste. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que vraiment on met l'humain complètement dans la chaîne de qu'est-ce qu'il vit, quelles sont les émotions qu'on va lui créer, qu'est-ce qu'on veut lui faire ressentir. Et voilà. Et ça c'est vraiment une démarche que j'ai pas faite, mais qui se faisait de manière juste naturelle,
Alors que maintenant, voilà, il y a plein de gens et puis qui portent un regard, ce qui fait qu'on fait moins d'erreurs quand on fait un jeu avec 20 personnes qui vont faire, mais non, j'essaye, regarde, ça c'est pas bien, etc. Donc voilà, donc il y a vraiment il n'y a pas que le côté un peu malsain de l'industrialisation où on pourrait dire ça y est, les jeux sont faits à la chaîne. Il y a quand même vraiment une notion de, même si elle est un peu mercantile comme idée, de vraiment satisfaire le joueur au maximum. Donc voilà, cette évolution-là aussi, elle est intéressante, quoi, de se poser des questions sur ce qu'on fait, parce que voilà, là, moi, trois quarts de ma carrière, c'est très, ben non, hein, moi j'ai envie de faire ça, ça m'amuse. Surtout aussi au début, il y a encore un autre truc qui existe encore, mais qui se voit un peu moins, qui était un peu le challenge technique. Avec Paul Cuisset, je me souviens de Delphine, on faisait des trucs, c'était ouais, tu fais ça comme ça, ben moi je vais faire ça comme ça, en gros, voilà, mon scroll il va être plus rapide que le tien, ou des trucs, il y avait un peu le côté un peu challenge aussi, et puis... technique. Et puis on en a parlé aussi hors caméra, mais on avait aussi ces contraintes aussi des machines de l'époque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des machines qui sont assez illimitées en espace mémoire, en capacité graphique. Même si on fait un jeu et qu'on se dit ça pêche un peu là-dessus, on sait que dans 6 mois, il va y avoir une nouvelle génération de cartes vidéo et puis ça va être réglé. Ouais. Mais à l'époque... Ce qui n'est pas bien de penser comme ça. Non, c'est pas bien. Enfin, après, j'extrapole, hein, mais... Oui, non, mais je comprends. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à l'époque, on avait une machine avec des caractéristiques assez limitées. Complètement limité. Au niveau vitesse, graphique, sonore, etc. Et on savait que c'était des machines on n'avait pas une machine qui sortait tous les 6 mois comme aujourd'hui. Et on savait pour quelques années, il fallait qu'on... les micro-ordinateurs quand même, il y en a eu ouais, mais bon, plein de marques différentes. Oui, on a eu plein de marques, mais il y a eu... voilà, ça c'est des machines qui ont tourné longtemps. Et donc il fallait réfléchir à des optimisations en espace, en vitesse, on apprenait etc. vraiment à exploiter une machine, aller chercher le moindre recoin. Moi, je reparle du ZX81. On équipait un studio. Il y avait 1 kilo de mémoire. C'est vrai et ça partageait la mémoire de l'écran. Donc c'était juste complètement invraisemblable. Maintenant, 1 kilo, on ne met même plus une icône. Maintenant, 1024 octets et encore, on ne pouvait pas exploiter vraiment toute cette, parce qu'il y a toutes les variables systèmes. Dans l'écran prenait de la place sur la mémoire et tout. Après, donc toutes les évolutions qu'il y a eu, à chaque fois, moi j'ai commencé à monochrome, après il y avait 8 couleurs. Alors toi aujourd'hui tu fais plus de programmation de jeu? Pas professionnellement, on va dire sur des gros jeux. Ouais, sur des gros jeux. Mais du coup quand tu fais des événements comme Savoir être Games et tout ça, est-ce que ça t'inspire à redévelopper des choses ou pas du tout? Ou c'est passé maintenant? Alors non, c'est pas du tout passé, puisqu'en fait je continue de m'amuser, mais j'ai envie, comme je te disais, au début j'avais l'impression de fabriquer un objet. C'est-à-dire que même si c'était complètement virtuel, j'avais l'impression de fabriquer un cadeau que j'allais donner à quelqu'un. Et après 30 ans dans le métier, je m'aperçois que c'est un peu que du vent, quoi. C'est du logiciel, ça ne représente rien, et qu'en fait je n'ai rien fabriqué. Dans le sens fabriqué d'objets. Et du coup, là, depuis quelques années, je m'y mets et puis je pense que je vais me mettre à le montrer et à en vendre. Je fabrique les objets en entier. Parce que j'ai besoin de contact. J'ai besoin de contact avec la matière. J'ai besoin de fabriquer quelque chose. Donc tu vas plus loin que le software. Je fabrique dans mon salon, j'ai une super colonne de 2 mètres de haut avec un haut-parleur en haut en bas avec le son spatialisé en hauteur. Elle fait 3 pixels de large sur 100 pixels de haut. Elle donne l'heure, elle dit des blagues, mais j'ai mis des jeux dedans avec des contraintes monstrueuses. Et là, ce que j'aime bien, du coup, c'est un peu l'exercice de style, c'est de faire des mini-jeux. Tu peux jouer en 1-2 minutes, il y a une sorte presque de truc de bande d'arcade pour pouvoir jouer dessus. Des jeux très très rapides ou retomber un peu aussi sur l'essence même du jeu, voilà, une compétition un peu rapide, sans avoir besoin d'avoir joué 50 heures pour vraiment s'amuser, des choses comme ça. Et du coup, je fabrique les objets complets avec le jeu qui va avec. Voilà, cet objet, il a des lasers. J'ai fait une horloge avec des lasers, des aiguilles de 2 mètres en laser sur le mur. Et dedans, j'ai fait un pong, c'est-à-dire que les aiguilles, elles se renvoient la trotteuse comme ça. Et un jeu de c'est excellent, aussi. J'ai hâte de et voir voilà, ça. donc c'est en gros des petits jeux qui vont du coup se faire très très rapidement, mais qui exploitent un hardware particulier, qui fait que du coup, le jeu du coup devient particulier parce qu'il ne marche que sur ce hardware. Voilà, et je retrouve le plaisir de fabriquer je retrouve ce que je croyais avoir comme plaisir, de vraiment fabriquer un objet, puis de toucher de la matière, de couper du bois, de faire l'électronique, monter les cartes, les câblages, enfin tout. Fabriquer du début à la fin l'objet entièrement. Et donc ça, c'est quelque chose que tu fais quelque chose dans ton coin ou c'est quelque chose que tu Pour l'instant, c'est dans mon coin, mais je compte, j'espère, on verra. Donc une prochaine entreprise où tu vas faire travailler en collaboration après, de vendre des objets comme ça, de salon, un excellent. Peu, soit ludique, soit design, soit artistique. Ah oui, ça, j'aimerais bien être un artiste. Ouais, mais tu es un artiste. Ben oui, mais je ne sais pas, j'ai une impression d'une insatisfaction voilà, que j'ai encore plein de choses à faire. Et c'est l'artiste en fait. Hein. Peut-être, c'est ça alors. Bon, et ben Frédéric, c'était un vrai plaisir en tout cas. Écoute, et puis je te remercie. Et puis au prochain Retro Games, Savoir Retro Games. Avec plaisir. Merci. Au revoir.